Vous écoutez Néo-Québec avec Cyril et Koala. Néo-Québec, tous les mardis de 9h à 10h sur Radio Centre-Ville, www.radiocentreville.com. Néo-Québec, tous les mardis de 9h à 10h sur Radio Centre-Ville. Alors, notre invité, c'est Maître Habiba Touré, qui est avocate. Première fois à Montréal. Bonjour, Maître. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes là à l'invitation du Congrès ivoirien du Canada. On va parler un peu de vous. Vous êtes présenté, je ne sais pas si ça va vous faire plaisir, je ne sais pas quelle est la réaction que vous avez par rapport à ça. Vous êtes présenté comme une Gbagbo girl. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça veut dire que on sait que vous êtes intéressé très tôt à la cause j'appelle ça la cause de la famille Gbagbo. Comment vous vous êtes rencontrés? Écoutez, ma rencontre avec le couple présidentiel est intervenue bien avant la crise post-électorale. Ça devait être aux alentours de 2007-2008. Dans le cadre parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le couple présidentiel, le président Laurent Gbagbo en particulier, était très intéressé par la diaspora et par ces jeunes Africains, ces jeunes cadres africains qui exercent en Europe, aux États-Unis ou même au Canada. Et donc, c'est sur son invitation que j'étais venue, étant franco-ivoirienne, j'allais régulièrement en Côte d'Ivoire, mais c'était particulièrement sur son invitation que j'avais fait sa rencontre et que nous avions longuement discuté. Pourquoi vous? Je n'étais pas la seule, c'était, okay. Comme je l'expliquais, c'était vraiment des cadres africains. Il n'y avait pas que des Ivoiriens, il y avait des Congolais, il y avait des Camerounais, enfin vraiment un certain nombre c'était dans le cadre de ce qu'on appelait à l'époque l'association La Robe Noire, donc c'était des avocats africains qui exerçaient leur profession, notamment en Europe et plus particulièrement en France. Et c'était sur cette invitation-là qu'on avait fait la rencontre du président Laurent Gbagbo et qu'on a pu échanger sur les problématiques des Africains, sur les problématiques ivoiriennes et sur les problématiques aussi de la diaspora qui, pour certains, veulent s'installer en Côte d'Ivoire ou en Afrique de manière générale et des difficultés auxquelles ils sont confrontés. Ce sont des sujets qui intéressaient tout particulièrement le président Laurent Gbagbo à l'époque. Et donc, vous le rencontrez, vous le dites bien avant, la Robe Noire Association. Et comment vous avez bien fait de rappeler, donc vous êtes franco-ivoirienne, comment vous rentrez dans le collectif des avocats? Bon, écoutez, en fait, ça s'est fait à la demande de la famille. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au plus fort de la crise, nous avions déjà été invités par le président Laurent Gbagbo afin, en tant que juriste, de s'enquérir de la situation réelle au regard des éléments de preuve et des éléments factuels. C'était très important parce qu'effectivement, la représentation qui a été faite depuis la France, en tout cas, de la crise post-électorale, elle était assez simple, pour ne pas dire simpliste. C'est-à-dire qu'il y avait un méchant qui était le président Laurent Gbagbo, il y a un gentil qui était M. Ouattara, et l'objectif à ce moment-là était de dire, bon écoutez, vous en tant qu'avocat, vous prononcez généralement en fonction des éléments de preuve que l'on vous présente, regardez les éléments, voyez, écoutez en tout cas ma version, et puis vous trancherez. J'ai trouvé ça courageux de sa part, parce qu'il n'était pas obligé, parce qu'effectivement, un certain nombre d'entre nous avaient des a priori, on écoutait les informations, on avait vu des images, et au final, c'est vrai que au regard des éléments factuels et juridiques, il était évident que la réalité juridique et judiciaire de ce dossier n'avait rien à voir avec la pseudo-réalité journalistique qui était présentée notamment en France. Donc c'est ce qui nous a amené, en tout cas pour ma part, à davantage essayer d'expliquer en France ce qu'il en était et mettre au défi d'ailleurs les gens à dire que j'avais tort, mais sur des éléments concrets et juridiques. Bien évidemment, c'était très difficile pour eux parce que il n'y avait aucun élément judiciaire qui permettait d'abonder dans leur sens. Et c'est ce qui a amené par la suite au moment, parce que la Côte d'Ivoire est un cas particulier, je crois que c'est peut-être le seul État au monde qui a vu un contentieux électoral aboutir à un bombardement d'une résidence présidentielle. Donc quand même la maison de tous les Ivoiriens, la résidence présidentielle est le symbole de la souveraineté en principe de la Côte d'Ivoire.
Et on a vu donc le président arraché de cette résidence présidentielle pour que M. Ouattara puisse s'y installer. Et c'était particulièrement choquant. Donc à l'issue de cela, la famille Gbagbo m'avait demandé, je n'étais pas la seule, à d'autres confrères, d'intégrer un collectif aux fins d'assister et de représenter la première dame Simone Gbagbo et le président Laurent Gbagbo dans le cadre des différentes procédures qui pouvaient être ouvertes contre eux. Maître, est-ce qu'on peut être avocate, comme vous l'êtes, militante en même temps? Est-ce que vous acceptez l'étiquette de militante qu'on vous accole? Alors, elle ne me dérange pas, mais je pense qu'elle ne correspond pas à la réalité. C'est pas parce que moi j'estime être avocate, je n'ai pas de carte, je ne suis pas affiliée à un parti politique en particulier. J'estime être avocate et mener ma mission à bout. Jusqu'au bout en tout cas. Et mener sa mission d'avocat ne fait pas de moi une militante, à moins de considérer que tous les avocats, en tout cas dignes de ce nom et qui font leur travail, sont des militants. Non, je fais simplement mon travail et je présente des éléments de preuve, je présente des arguments et je demande à ce qu'on réplique à ces arguments par d'autres arguments et pas simplement en disant non mais c'est simplement une militante. Non, je ne suis pas au FPI, je ne suis pas au parti du président Laurent Gbagbo, j'ai pas ma carte là-bas, j'ai ma carte dans aucun parti politique, ni français ni ivoirien, je fais simplement mon travail. Et effectivement, à titre personnel maintenant, je suis panafricaine, ça c'est certain, mais ce n'est pas mon engagement panafricain qui m'a amené à défendre le président Laurent Gbagbo. C'est plutôt parce que je me suis scandalisée par cet acte que je considérais comme néocolonial de la part de la France, qui a consisté à bombarder un pays pour installer un individu au pouvoir. Et j'ai trouvé ça choquant. Mais ça serait passé dans un autre pays d'Afrique que je me serais tout aussi scandalisée. Et s'il m'avait demandé d'intervenir, je serais intervenue, bien évidemment. Mais alors, vous avez parlé de votre travail, votre mission. Quelle est-elle aujourd'hui? Quel est l'objectif de votre combat aujourd'hui? Celui qui n'est pas au fait de la situation en Côte d'Ivoire, ce qu'il sait, c'est qu'il y a eu une élection. Le président au pouvoir à ce moment-là, candidat Laurent Gbagbo, a perdu les élections d'après le Conseil constitutionnel. Il y a contentieux. Ah non, il a pas d'après le Conseil constitutionnel. Pardon, pas d'après le Conseil constitutionnel. Il y a contentieux électoral. Oui. Voilà, on va les termes devant un avocat, il faut parler clairement. Il y a un contentieux électoral, ça finit par un bombardement, ce que vous avez dit. Ensuite, il est extradé, pour faire une histoire courte, il est extradé à La Haye aujourd'hui. Quel est votre combat et quels sont vos arguments? Bon, écoutez, c'est assez simple. J'ai schématisé un peu. Vous avez assez schématisé, il est vrai. Les élections de 2010 ont amené la victoire du président Laurent Gbagbo. Et je rappelle qu'il n'y a aucune décision judiciaire ivoirienne, d'accord, pour les élections de 2010, qui donne M. Ouattara vainqueur. C'est important puisque la plupart des gens ignorent cela. C'est quand même fou. Aucune décision judiciaire ivoirienne ne donne M. Ouattara vainqueur de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire en 2010. Aucune décision judiciaire ivoirienne. C'est quand même assez fort. C'est-à-dire que, effectivement, vous l'avez expliqué, il y a eu un contentieux. Pour la première fois de son histoire, on a vu le président de la commission électorale indépendante qui est censé proclamer des résultats provisoires, se rendre au QG de campagne de M. Ouattara et dire devant, parce que ce n'est pas une proclamation de résultats, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Côte d'Ivoire, la commission électorale indépendante, il y a le président et puis il y a les commissaires centraux qui se réunissent en audience solennelle et qui proclament des résultats provisoires à leur siège. Là, ce qui s'est passé, c'est que vous avez le président de la commission électorale indépendante tout seul, même pas avec un procès verbal de délibération, avec rien du tout, qui s'est levé pour se rendre au QG de campagne de M. Ouattara. Et devant la presse internationale, c'est même pas devant la presse ivoirienne, c'est devant la presse internationale, et en particulier la presse française, a dit que M. Ouattara avait gagné les élections. Je ne dis pas proclamé volontairement, parce qu'il n'y a pas de décision délibérative de la commission électorale indépendante qui ont donné M. Ouattara vainqueur. C'est un individu qui s'est levé. Voilà. Donc, quand les gens se disent, oui, mais bon,
en quoi ça a choqué les Ivoiriens? Imaginez-vous ici, vous avez des juridictions, imaginez-vous ici un juge qui, au lieu de rendre sa décision au palais de justice, en audience, se lève pour aller se poser au domicile d'un individu, et puis il lit sa décision tout seul. Et puis il dit, bon voilà, à partir de ce moment-là, vous êtes condamné. Vous allez accepter une telle décision rendue chez un individu ou dans le café d'à côté? Mais qui peut accepter ça? Je pense que ce qu'on ne peut pas accepter dans tout état de droit, on ne peut pas accepter ça en Afrique et en Côte d'Ivoire en particulier. Et c'est ça qui a scandalisé aussi les Ivoiriens, en disant, mais quand même, qui peut accepter que ce monsieur se lève pour se rendre au QG de campagne de monsieur Ouattara, dire, bon, c'est lui qui a gagné, et puis nous, Ivoiriens, nous devons accepter cela. Mais c'était tellement énorme qu'évidemment, les gens se sont scandalisés. Et quand le Conseil constitutionnel, lui, en audience solennelle, a proclamé les résultats définitifs, donnant le président Laurent Gbagbo vainqueur, on a dit ces résultats-là sont farfelus. Mais franchement, est-ce que c'est les résultats donnés au QG de campagne de M. Ouattara au bord d'une piscine, dans un hôtel, en plus de crédit qu'un résultat donné au Conseil constitutionnel, par les membres du Conseil constitutionnel, en audience solennelle? Il faut être un peu sérieux. Mais il y a eu une telle pression médiatique qui a présenté ces pseudo-résultats provisoires, ces pseudo-résultats du président de la commission électorale comme des résultats que, effectivement, M. Ouattara s'est prévalu de cette intervention pour se dire, pour s'autoproclamer le président de la République. Mais ce qui est fou, c'est qu'il n'y a aucune décision du Conseil constitutionnel qui dit que M. Ouattara a gagné l'élection de 2010. Aucune. Et ça, c'est quand même assez fort. Donc nous, en tant qu'avocats, notre objectif, parce qu'effectivement, il y a eu le contentieux électoral qui s'est très vite transformé en guerre. On a fait la guerre à la Côte d'Ivoire, on a bombardé la Côte d'Ivoire, on y a installé par la suite M. Ouattara. La France, parce que c'est principalement la France, bon, sous couvert des Nations Unies, puisqu'on nous a dit c'est la communauté internationale, mais bon, ça ne blague personne, on sait très bien que c'est la France qui agit de la sorte, et effectivement, c'est choquant. On ne peut pas accepter pour qu'un simple contentieux électoral, on puisse massacrer des Ivoiriens et on puisse bombarder la résidence présidentielle. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, et c'était important pour beaucoup d'Ivoiriens, mais je pense aussi que ça a choqué beaucoup d'Africains, ça a montré que nos États africains ne sont pas véritablement indépendants. Et quand on a des velléités indépendantistes, on finit sous les bombes françaises. Je vous parlais de la résidence présidentielle, mais je pense qu'il y a très peu de vos auditeurs le bunker, comme on a dit. Oui, mais il n'y a pas de bunker. Là aussi, ce sont des éléments de langage, parce que le bunker, notamment dans l'esprit des Français, ça fait référence au bunker d'Hitler, et où il s'est parti se cacher. Dans la résidence présidentielle, il n'y a pas de bunker. Il n'y a pas de bunker dans la résidence présidentielle, il n'y en a jamais eu. Il y avait le premier étage, il y avait le rez-de-chaussée. Ils étaient bombardés, ils sont partis au sous-sol pour éviter de se faire tuer. Je vous rappelle qu'il y avait quand même des femmes, des enfants, des vieillards, toute personne, un certain nombre de personnes sont parties se réfugier à la résidence présidentielle. Pensant qu'elles ne pouvaient pas être évidemment attaquées. Et elles sont tombées sous les bombes françaises. Donc ça aussi, c'est important de le dire. Mais comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il y a un élément que vos auditeurs ne savent pas, mais qui montre aussi la mainmise malheureuse de l'État français sur la Côte d'Ivoire, c'est que la présidence ivoirienne, le bâtiment présidentiel ivoirien et la résidence présidentielle ne sont pas des propriétés de l'État ivoirien. La Côte d'Ivoire loue la présidence et la résidence présidentielle à l'État français. Attendez, redites ça. Ce qu'on appelle le palais présidentiel, la résidence. Oui. Et la résidence présidentielle. Le palais présidentiel, c'est-à-dire où le président se rend chaque matin pour travailler. Okay. Et la résidence présidentielle, où le président dort tous les soirs en Côte d'Ivoire. Okay. Ce sont des bâtiments qui appartiennent à l'État français. Et qui sont loués aujourd'hui, où on se parle aujourd'hui. Et qui sont loués par la Côte d'Ivoire à l'État français. Ça, c'est important de savoir. C'est vous dire à quel point nous ne sommes pas indépendants. Et à quel point la France a une mainmise totale sur la Côte d'Ivoire. Ça explique tout le reste. Quand la France vient bombarder la résidence présidentielle, mais elle bombarde chez elle, dans son esprit. Elle bombarde chez elle. Alors, Maître Abiba Touré, pour revenir, je suis encore sous le coup de cette information que vous donnez. Quelle est donc aujourd'hui votre
mission, votre combat? S'agit-il de faire libérer et réhabiliter le président Laurent Gbagbo? S'agit-il de en avez-vous contre le régime actuel, celui de Alassane Ouattara, ou essayez-vous c'est un peu ce que, entre guillemets, je dégage de votre propos, en avez-vous contre l'État français? Non, c'est pas que j'en ai contre l'État français, parce qu'en plus il faut distinguer les Français, le peuple français, et l'État français. Tout à fait. Le français, le peuple français a tellement de problèmes au quotidien. Vraiment, ce qui peut se passer dans les États africains, c'est le cadet de ses soucis. Il faut être honnête. Donc, il ne s'agit pas, il ne sera jamais pour moi question de développer un quelconque sentiment anti-français. Bon. Par contre, je dénonce l'attitude néocoloniale, voire raciste, de l'État français dans sa politique étrangère, qui n'a pas une attitude d'égal à égal, qui ne réagit jamais d'égal à égal avec les États africains, et ce n'est pas normal. Ce que la France a fait en Côte d'Ivoire, elle ne l'aurait jamais fait en Angleterre, en Allemagne ou aux États-Unis. Il y a eu des contentieux électoraux aux États-Unis, je crois, entre Bush ou Gore. Vous imaginez que la France se lève pour dire, bon, écoutez, nous avons décidé que c'est Gore qui avait gagné, donc nous allons bombarder. Vous imaginez ça un seul instant? Est-ce qu'elle aurait osé? Même pas. Pourquoi le fait-elle en Côte d'Ivoire? Parce qu'effectivement, c'est son précaré. Donc, il n'y a pas une relation d'égal à égal. Donc, ça, je le dénonce. Mais maintenant, moi, en tant qu'avocate, je représente le président Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo, leur fils, Michel Gbagbo, mais je représente également des victimes ivoiriennes qui appartiennent notamment à la communauté Oué et qui ont subi un véritable génocide. C'est pourquoi vous étiez exactement. Vous êtes Donc, venu à mon Montréal. souci à moi, c'est de défendre au mieux les intérêts de mes clients, déjà, mais de faire en sorte que leurs droits soient respectés. Ce n'a pas été le cas du président Laurent Gbagbo, ce n'est toujours pas le cas pour Simone Gbagbo, ce n'est pas le cas pour Michel Gbagbo, mais ça ne l'est pas non plus pour ces anonymes, ces populations civiles que je représente aussi, qui ont été massacrées, violées, qui ont parfois été amputées, on leur a coupé des membres et qui vivent, pour certains, en exil dans des camps de réfugiés, sans que cela ne suscite une réaction de la part de cette même communauté internationale qui prétend être intervenue en Côte d'Ivoire pour instaurer l'état de droit et pour le bien-être des Ivoiriens. Si vous permettez, je voudrais juste qu'on s'arrête un peu sur ce que vous venez de dire. Vous défendez la famille Gbagbo, mais aussi le peuple Oué. C'est quoi exactement le peuple Oué? Je ne défends pas le peuple Oué. Ou du moins les victimes. Des victimes oui, les qui victimes appartiennent au groupe ethnique Oué. Oui. Écoutez, c'est simple, c'est comme vous le savez, au plus fort de la crise, et juste après que M. Alassane Ouattara ait créé les FRCI, les Forces républicaines de Côte d'Ivoire, entre une dizaine et une quinzaine de jours après cela, il y a eu près d'1 millier de personnes qui ont été massacrées en une seule journée. Il s'agissait de femmes, d'enfants, puisqu'il y a des victimes de quelques mois qui venaient de naître, des jeunes hommes aussi, des vieillards, des gens qui étaient dans des hôpitaux, qui ont été massacrés et dont le seul crime était d'appartenir au groupe ethnique Oué, qui est considéré comme étant des sympathisants et comme votant le président Laurent Gbagbo. Donc, est-ce qu'il est issu de ce... Pas du tout. Le président Laurent Gbagbo est d'ethnie Bété, il n'est pas du tout Oué, mais ces personnes qu'on considérait voter Laurent Gbagbo ont été massacrés de ce seul fait. Ce qui est assez grave, mais ça montre aussi la logique un peu tribaliste de ce pouvoir, parce que c'est pas parce qu'on est Oué qu'on vote Gbagbo. Pourquoi pas, il y en a qui pourraient voter Ouattara. Bon, mais ces gens ont été massacrés du seul fait d'être nés Oué. Et c'est en ce sens que c'est assez gravissime. Donc je représente pour ma part près de 1087 victimes, mais je tiens à préciser que j'ai des centaines et des centaines de demandes qui me parviennent tous les jours et qui me dénoncent des faits, qui me demandent au nom de ces nouvelles personnes de saisir à nouveau la CPI. Et ces personnes-là, globalement, dénoncent des faits assez graves, c'est-à-dire des faits de viol massifs. Beaucoup d'entre eux ont vu leurs proches se faire égorger ou découper à la machette. Et jusqu'aujourd'hui, la justice ne leur a pas été rendue. Aucune des personnes
qui sont suspectés d'avoir commis ces exactions n'a été poursuivi ni en Côte d'Ivoire, ni devant la Cour pénale internationale. Et c'est assez choquant. Là, vous les défendez, vous avez évoqué la CPI, vous les défendez devant les juridictions internationales ou devant les juridictions ivoiriennes? Non, nous les défendons devant la Cour pénale internationale. Nous les défendons devant la Cour pénale, on les représente du moins, ça serait plus juste, devant la Cour pénale internationale. Pourquoi ? Parce que ces personnes, bien évidemment, n'ont pas confiance au système judiciaire ivoirien, qui a souvent été dénoncé, qu'on présente souvent comme la justice des vainqueurs. Je vous rappelle que toutes les personnes suspectées ont été promues par M. Ouattara, toutes, sans exception, c'est vous dire, alors que tout le monde sait les suspicions qui pèsent sur elle, sur les graves exactions, que beaucoup de victimes vivent dans des conditions extrêmement précaires, pour ne pas dire inhumaines, sans que cela ne suscite la moindre réaction. Donc, pour ma part, mes clients n'entendent pas saisir la justice ivoirienne, car ils estiment que c'est une justice aux ordres, c'est une justice qui n'est pas indépendante et qui ne leur donnera pas, qui ne leur permettra pas d'être reconnus dans leur qualité de victime. Donc ils se tournent vers la Cour pénale internationale qui était censée, qui disait se préoccuper du sort de toutes les victimes du monde, on va dire, et plus particulièrement de la crise ivoirienne, et qui indiquait qu'elle allait lutter contre l'impunité, que ce n'était pas normal. Donc elles ont saisi la Cour pénale internationale, mais c'est vrai, je ne vous cache pas qu'on est assez surpris par l'attitude du bureau du procureur. Parce que si, effectivement, le président Laurent Gbagbo, parce qu'il y a aussi là une contre-vérité, c'est qu'on vous dit officiellement que la crise post-électorale aurait fait au moins 3000 victimes. Mais le président Laurent Gbagbo, il est poursuivi pour un total de 300 victimes. Alors qu'il soit poursuivi, qu'il puisse lui faire valoir les moyens de sa défense et que la vérité éclate, c'est très bien. Pourquoi pas ? Mais sur une crise qui a fait plus de 3000 victimes, et le bureau du procureur nous expliquant poursuivre les auteurs des crimes les plus graves, il y a un problème. Et les 2700 autres victimes, les autres, oui. Il aurait été, surtout que l'on sait qu'il y a eu près de 1000 victimes en une seule journée dans l'Ouest. Donc on a du mal à comprendre l'attitude du procureur qui en un mois, a pu procéder à enquêter et à transférer le président Laurent Gbagbo, parce que le début de l'enquête du bureau du procureur a débuté en octobre 2011, et ils ont procédé au transfert du président Laurent Gbagbo le 29 novembre 2011. Donc en un mois, ils ont trouvé des éléments qui leur permettaient de poursuivre. Et en 5 ans, pour les auteurs présumés des 2700 autres victimes, même pas une personne n'a pu être entendue. On a pu délivrer un seul mandat par le bureau du procureur à l'égard de ces personnes. Ça paraît quand même gros, parce que vous avez les rapports des ONG, mais vous avez également, quand vous allez sur le terrain, quand vous entendez les gens, vous voyez ce qu'ils ont subi. Donc ça paraît quand même gros qu'en un mois, on puisse transférer le président Laurent Gbagbo et qu'en 5 ans, on soit incapable de transférer une seule personne suspectée. Et là, je parle de génocide quand même. Donc c'est ça qui nous a amené, nous, à faire ce que nous sommes en train de faire. Nous faisons le travail du procureur, en réalité. Mais nous n'avons pas les moyens du procureur. Donc nous allons sur le terrain, nous récoltons les preuves que nous déposons à la CPI, pour que là, eux, n'aient plus aucune excuse. Ils ont les éléments de preuve, et donc on attend maintenant du bureau du procureur qu'il en tire les conséquences. Vous êtes résidente en France, c'est ça ? Oui. Vous allez en Côte d'Ivoire de manière régulière J'y vais dans le cadre de mon travail, effectivement. Oui. J'y vais. J'y étais encore il n'y a pas très longtemps. Et quand vous allez dans les zones, notamment hostiles, entre guillemets, vous savez au niveau de la sécurité ? Non, ça ne va pas. On a tout un fonctionnement très particulier. Vous permettrez que je n'entre pas dans les détails pour des raisons évidentes de sécurité. Donc nous avons tout un fonctionnement, tout un mode opératoire qui nous permet de garantir notre sécurité ainsi que les personnes avec lesquelles nous travaillons. Mais nous parvenons à collecter un certain nombre d'informations et de preuves. Et je vous assure, c'est extrêmement difficile à voir et à entendre. Quand vous voyez des éléments, je pense notamment à une jeune fille qui a à peine 20 ans et qui a eu les 2 jambes découpées après avoir été violée par des rebelles. C'est extrêmement dur à voir, à entendre ce genre de choses. Et c'est la triste réalité ivoirienne. Donc, et il est fondamental, j'insiste là-dessus, c'est que mon souci à moi en tant qu'avocate, il est fondamental que les victimes ne désespèrent pas de la justice,
Car quand les gens ne croient plus du tout en la justice, ils finissent toujours par se venger. Et on est confronté, et on pourrait être confronté demain à des massacres, mais qui seraient animés par la vengeance encore plus énorme. Donc il est fondamental que la justice se passe. Et en ce sens, le bureau du procureur de la CPI a une responsabilité. Car si demain il y a massacre, elle en sera co-responsable. Parce qu'elle n'aura pas voulu entendre ces victimes et leur permettre d'être reconnues en leur qualité de victimes et leur donner justice et leur rendre justice. Donc c'est fondamental. J'insiste aussi sur un autre point. C'est que le président Laurent Gbagbo, qu'on a présenté comme un dictateur, on dit qu'il s'est maintenu au pouvoir pendant 10 ans de force, ce qui ne correspond pas du tout à la réalité. Mais bref, en 10 ans, vous n'avez pas un seul camp de réfugiés ivoiriens dans toute la sous-région. Il n'y avait pas d'Ivoiriens qui vivaient dans des camps de réfugiés sous Laurent Gbagbo pendant 10 ans, ni au Togo, ni au Bénin, ni au Ghana. Il n'y avait pas de camp de réfugiés ivoiriens. Aujourd'hui, après les bombes françaises, l'installation de ce grand démocrate, M. Ouattara, vous avez des milliers et des milliers d'Ivoiriens qui sont entassés dans des camps de réfugiés au Libéria, au Ghana, au Bénin, au Togo. Comment cela se fait que la communauté internationale n'en tire pas les conséquences? Comment ce grand démocrate installé à coups de bombes puisse permettre la création de camps de réfugiés? La Côte d'Ivoire n'a jamais connu ça de son histoire. La Côte d'Ivoire était quand même la locomotive de l'Afrique de l'Ouest. Vous imaginez des Ivoiriens qui ont tout perdu, s'entassent par milliers dans des camps de réfugiés, dans toute la sous-région, dans tous ces pays limitrophes, et puis beaucoup meurent dans des conditions extrêmement précaires. Voilà la vérité ivoirienne. Voilà la vérité, celle qu'on s'efforce de cacher, puisqu'on estime que tout va bien. Non. Aujourd'hui, les Ivoiriens connaissent des camps de réfugiés qu'ils n'ont jamais connus dans leur histoire. Il y a déjà, je ne dirais même pas la moitié de la réponse à la question que je voulais vous poser par la suite. C'est, vous faites ce travail-là, vous dénoncez. Je ne vais pas vous demander quelle est la collaboration, entre guillemets, que vous donne le régime actuel. Mais depuis que vous le faites, est-ce que vous sentez un frémissement? Qu'est-ce qu'il répond, le régime, à vos différentes, pas accusations, mais au fait que vous étalez? Non, mais le régime, vous savez, malheureusement, a une attitude assez négationniste en ce qui concerne le massacre de l'Ouest. Pour eux, le massacre de l'Ouest n'existe pas. Pourtant, il est documenté. Ah oui, mais pour eux, ça n'existe pas. Pour eux, clairement, s'il y a eu des personnes qui ont été tuées, c'était nécessairement des miliciens. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si vous êtes un jeune homme, vous êtes considéré comme étant un milicien. D'emblée. Et donc, vous êtes exécuté. Voilà ce qui s'est passé. Mais le problème, le drame, c'est qu'il n'y a pas que... Il y a eu beaucoup d'hommes, de jeunes hommes, voire même des enfants qui ont été tués. Mais il y a aussi eu beaucoup de femmes et de vieillards. Donc, à partir de ce moment-là, l'argument tombe, la logique du jeune milicien. Mais ils sont dans la négation la plus totale. Rien n'est fait. Quand on leur dit, bon, voilà, il y a un certain nombre de personnes qui ont été tuées, qu'est-ce qu'ils vous répondent? Non, on n'est pas d'accord avec vos chiffres. Non, mais attendez, vous avez des parents, vous avez des survivants, vous avez les proches des victimes. Mais non. Et le problème aussi, il faut le savoir, c'est que quand ils massacrent, après les massacres, les corps sont jetés dans des puits. Donc tous les puits dans l'ouest de la Côte d'Ivoire sont devenus les cimetières de ces populations civiles, ce qui est malheureusement assez dramatique. Donc voilà le contexte, et évidemment l'attitude du pouvoir est tout simplement de nier ces exactions massives, parce que ce qui leur pose problème, c'est effectivement l'idée de génocide. Ils vous disent non, il n'y a jamais eu de génocide. Mais attendez, dès lors que vous sélectionnez des gens, que vous leur demandez leur pièce d'identité, que vous vous assurez qu'ils appartiennent bien à tel groupe ethnique, et que vous les massacrez, ou que des maisons sont identifiées, et que tous les habitants de cette maison sont massacrés parce que appartenant à un groupe ethnique en particulier, on appelle ça comment? C'est un génocide. Qu'est-ce que ce peuple a de particulier? Excusez-moi d'insister là-dessus, mais qu'est-ce qu'il avait de particulier pour qu'il y ait cette forme on utilise aujourd'hui le mot génocide? Écoutez, je pense qu'il y a... Excusez-moi, vous me dites que Laurent Gbagbo, je dis parce que dans plusieurs pays d'Afrique, on connaît le fameux vote ethnique. On vote la personne qui nous ressemble, qui est plus proche de nous, mais il n'est pas de cette ethnie-là. Peut-être qu'il y a eu quelques personnes de ce groupe ethnique qui ont voté pour Laurent Gbagbo, mais pourquoi ce peuple spécifiquement?
Écoutez, je pense que oui, vous avez, comme je vous l'ai indiqué, effectivement, le président Laurent Gbagbo n'appartient même pas au groupe ethnique ouais. Ces gens-là ont été massacrés, à mon sens, pour deux raisons. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que la Côte d'Ivoire est quand même le premier producteur de café cacao au monde et que le café cacao est extrait dans cette zone géographique. Donc c'est une terre extrêmement riche. Donc il y a eu cette raison-là. Et effectivement, ils considèrent que ces gens-là, de toute manière, dans leur majorité, ont voté Gbagbo. Depuis 2000, parce que les massacres sur cette communauté datent depuis 2002. Donc ils considèrent, pour ces deux raisons, qu'il faut les exterminer, parce que quand vous les exterminez aussi, les terres, elles demeurent sans propriétaire, et donc ils peuvent les accaparer. Donc ça, c'est, voilà, ils règlent tous leurs problèmes finalement. Ils anéantissent le vote Gbagbo dans leur esprit, et en même temps, ils peuvent accaparer ces terres-là qui sont extrêmement riches et qui d'ailleurs ont permis à un certain nombre de rebelles de s'enrichir. Je voudrais qu'on termine avec deux axes rapidement, mais une petite question. Par rapport à la famille Gbagbo, vous voyez vos clients ? Alors, oui, je les vois, ce n'a pas toujours été le cas. Comment vont-ils ? Parce que ça, c'est la question. Alors, Simone Gbagbo ne va pas très bien. Je ne parle pas des images de la télé, parce que nous, c'est à la télé. Oui, non, elle ne va pas très bien. Elle va mieux qu'il y a encore quelques semaines, mais elle était vraiment pas dans un très bon état. Il faut savoir qu'elle a été privée pendant des mois et des mois de soins médicaux, parce que le pouvoir en place avait décidé ainsi. Donc pendant des mois, elle a été privée de soins. Les médecins ne pouvaient pas aller la voir. Donc ce qui a amené effectivement à ce qu'elle fasse un malaise qui nous a beaucoup inquiétés, qui a amené à son hospitalisation. Aujourd'hui, elle essaye de s'en remettre, mais c'est une femme qui n'a plus 20 ans. C'est une femme d'un certain âge qui a besoin d'être suivie. Donc aujourd'hui, on suit ça de près pour s'assurer qu'elle aille mieux. Et puis bon, le pouvoir en place est aujourd'hui contraint d'essayer en tout cas de la laisser suivre des soins dans la mesure où ils veulent la juger et qu'un procès est en cours. Mais le procès a été suspendu pour ces mêmes problèmes de santé et doit reprendre en octobre. Donc voilà comment elle va. Elle va pas très bien, mais elle va mieux qu'il y a quelques mois. Quant au président Laurent Gbagbo, il demeure déterminé à ce que la vérité éclate dans le cadre de son procès, de manière c'est très important pour lui, vous savez, c'est un historien, c'est important pour lui que les Ivoiriens et les Africains, parce qu'il estime que son combat ne se limite pas aux Ivoiriens, mais que les Africains comprennent qu'il est important de se battre pour une réelle souveraineté de nos États, et que quelque part, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire a montré à beaucoup d'Africains, beaucoup de Camerounais et autres viennent nous voir parce qu'ils ont été choqués de voir à quel point on pouvait chasser un président pour en installer un autre. Donc il est dans cette logique-là. Et puis son procès consiste aussi pour lui, il est important parce que pour lui c'est l'élément clé. Qui a gagné les élections de 2010 ? Alors évidemment c'est une question que le bureau du procureur essaye d'éluder et pourtant c'est la question fondamentale. Parce que si on sait qui a gagné les élections de 2010... La suite... oui, vous savez quelle était la force légitime et quelle était la force rebelle qui venait, ou terroriste qui est venue attaquer la Côte d'Ivoire. Donc cela est assez important et je pense que le déroulé du procès donne raison pour l'instant au président Laurent Gbagbo. Vous avez mis la précision tantôt, vous avez vraiment insisté là-dessus. Il y a le peuple et il y a l'État. En parlant d'État français, on sait que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, il faut que je reste correct dans mes propos, c'est Sarkozy. Avec Hollande, François Hollande, c'est vrai qu'il a d'autres problèmes aujourd'hui et tout, mais est-ce que la relation, la manière de traiter a changé ou pas ? Bon, il est évident qu'il y a eu un changement. On a bien vu, on n'avait aucun interlocuteur sous M. Sarkozy. Là, on a quand même beaucoup plus d'interlocuteurs sous le président Hollande. Donc, évidemment, il y a un changement. Après, il ne faut pas non plus se bercer d'illusions. La politique étrangère française est une continuité. Donc ça, faut pas non plus se bercer d'illusions. Mais il n'en demeure pas moins que en termes d'interlocuteurs, nous avons plus aujourd'hui que nous en avions à l'époque. Et effectivement, à l'époque, c'était flagrant de voir à quel point le pouvoir français fermait les yeux
sur un certain nombre de choses, d'exactions, de massacres, de violations des droits de l'homme. Ils ne se souciaient même pas des ressortissants français qui subissaient la même chose s'ils avaient le malheur d'appartenir, entre guillemets, au camp Gbagbo. Ça a été le cas du français Philippe Raymond qui a été massacré à Yamoussoukro. Jamais la France n'a débuté d'elle-même, via le procureur, une enquête pour savoir dans quelles conditions ce français avait été massacré. C'est quand même gravissime que la France, lorsqu'on sait qu'il y a eu un ressortissant français qui a été massacré, que le procureur ne demande pas l'ouverture d'une enquête. C'est un peu aberrant qu'il faille attendre que la famille de la victime ou des ayants droit puisse poursuivre pour qu'une enquête soit ouverte. Donc ça, c'est un peu gravissime. Et puis il y a eu le cas de Michel Gbagbo. Michel Gbagbo, donc le fils du président Laurent Gbagbo, qui est français, qui est né en France, qui est un ressortissant français et qui s'est vu au début complètement abandonné par l'État français, quasiment abandonné par l'État français, alors qu'il savait qu'il subissait une séquestration qui était parfaitement illégale. Ils n'ont absolument rien fait. Ce n'est que par la suite où ils se sont rappelés qu'on pouvait être noir et être français, et qu'un noir de France et un noir français avaient peut-être les mêmes droits qu'un blanc, et qui se sont un peu plus souciés à ce que vivait Michel Gbagbo, qui, je le rappelle, n'était pas un homme politique. Son seul crime était d'être le fils de son père. Vous êtes, on finit avec ça, vous êtes venu à Montréal, Maître Habiba Touré, à l'invitation du Conseil ivoirien du Canada. Qu'est-ce que vous êtes venu leur dire à eux, aux Canadiens, aux Québécois, aux Montréalais? Qu'est-ce que vous êtes venu leur dire? Je suis venu les sensibiliser sur ce qu'ont subi mes 1087 clients qui ont été victimes de la crise post-électorale et du génocide. Ouais. C'est extrêmement important de les sensibiliser, car comme je vous le disais, moi, ce que je crains, c'est que demain, parce que les gens seront complètement désespérés, qu'ils se rendent justice eux-mêmes. Je veux dire, c'est que tout père, toute mère, tout enfant qui voit ses parents, qui voit son enfant se faire violer ou massacrer, et qui voit que la justice est incapable d'intervenir, peut comprendre le sentiment de vengeance. Quel père n'a pas eu le sentiment de venger la mort de son enfant? Quel enfant n'a pas eu le sentiment de venger la mort de ses parents? C'est humain. Mais la justice est là justement pour éviter la vengeance. Elle est là pour statuer, pour rendre justice aux victimes. Or, en l'occurrence, les victimes que je représente, ce sont les grands oubliés de la crise post-électorale. Bon, qu'ils soient méprisés par le pouvoir ivoirien, il n'y a rien d'étonnant en cela, puisque ce sont les auteurs présumés des actes qui sont dénoncés, mais que cette communauté internationale, prétendument internationale, ne fasse rien, est gravissime. Donc, mon objectif est d'informer les Canadiens, de leur expliquer qu'en Côte d'Ivoire, vous avez des gens qui ont vécu des événements terribles et qui, aujourd'hui, demandent à ce que Mme Bensouda, la procureure de la CPI, poursuive. Ils demandent à participer au procès. Ils demandent à ce que les auteurs présumés soient poursuivis, soient renvoyés à la haie et qu'un procès soit ouvert. C'est important. Et pour moi, il est important d'insister sur cela parce que, encore une fois, quand il n'y a plus de justice, il y a la vengeance. Et la vengeance est aveugle, malheureusement. Maître Habiba Touré, merci d'avoir accepté notre invitation. Vraiment, je le dis encore. Je ne peux pas vous laisser partir sans plus vous poser une question peut-être personnelle. Vous êtes précédé d'une réputation de ténacité, de détermination. J'ai la chance de vous voir devant moi et ce qui me vient à l'esprit, c'est, permettez-moi ce langage familier, mais vous carburez à quoi? Qu'est-ce qui vous fait tenir dans ce combat-là? Mais écoutez, vous savez, comme je l'ai dit, il y a plusieurs choses. Premièrement, en tant que professionnel du droit, pour moi, il est important, quand j'ai prêté serment en tant qu'avocate, vous savez, le serment d'avocat, c'est d'exercer sa profession avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Humanité. On doit avoir en nous cette humanité. Les gens qu'on a massacrés, ce ne sont pas des animaux, mais même les animaux, quelque part, on se préoccupe d'eux. Donc, à plus forte raison, un être humain. Donc, pour moi, c'est important.
d'un point de vue, déjà en tant qu'avocate et de par le serment que j'ai prêté, de défendre mes clients au mieux de leurs intérêts, qu'ils soient reconnus en leur qualité de victime. En tant qu'Ivoirienne, je ne veux pas que la Côte d'Ivoire implose. Je ne veux pas que la Côte d'Ivoire ne soit qu'un conglomérat d'ethnies qui veulent se régler les comptes les uns les autres. Ce n'est pas l'idée que je me fais de la Côte d'Ivoire. Et enfin, moi, Habiba Touré, je fais partie de l'ethnie de M. Ouattara. Mais je refuse d'être prise en otage, comme tous ceux qui appartiennent à ce groupe ethnique, par M. Ouattara. C'est pas parce que M. Ouattara est au pouvoir qu'il a raison et qu'on peut occulter tous les massacres intervenus. Il est important aussi, par cela, de dire aux Ivoiriens et de dire à ces gens, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des auteurs des massacres intervenus dans l'Ouest appartiennent à mon groupe ethnique. Et c'est de dire qu'on ne doit pas être emprisonné. Ce ne sont pas les djoulas qui ont massacré les Ouais, ce sont des gens manipulés ou des criminels qui ont massacré. Mais je ne veux pas que mon ethnie, en particulier, soit prise en otage par ces gens-là. C'est important pour la cohésion nationale de dire que je suis une avocate franco-ivoirienne, panafricaine, qui se bat dans l'intérêt de ses clients. Et en tant qu'Ivoirienne, je me bats de manière à ce que d'autres Ivoiriens soient reconnus en leur qualité de victimes. Je me refuse à toute vision ethnique et c'est là aussi le sens de mon combat. Le tribalisme a trop fait de massacres en Afrique, malheureusement. L'ethnie a souvent été instrumentalisée pour massacrer, pour placer des ethnies minoritaires au pouvoir, de manière à ce qu'elles soient dépendantes de la France ou de superpuissances. Non. Aujourd'hui, on doit réagir en tant qu'Ivoirien et puis en termes ethniques. Je rappelle que M. Ouattara a justifié le rattrapage ethnique devant un journaliste français. C'est vous dire à quel point, malheureusement, la cohésion nationale en Côte d'Ivoire a reculé. Aujourd'hui, les gens se regardent en termes ethniques et c'est gravissime. Mon combat est aussi là. Je suis ivoirienne, je suis africaine et en tant que telle, je me refuse à voir mon semblable simplement en fonction de régions ethniques. Je vous remercie encore d'avoir accepté notre invitation et je vais inviter celles et ceux qui nous écoutent à méditer sur vos derniers propos. Il est temps que les Africains se prennent en main. Je schématise vraiment la dernière partie, mais qu'on médite ça. Merci encore. Merci. Et je vous souhaite, c'est banal les mots qu'on utilise après, mais je dis bonne continuation. Merci beaucoup. Je vous en prie. Vous écoutez Néo-Québec avec Cyril et Koala. Néo-Québec tous les mardis de 9h à 10h sur Radio Centre-Ville, www.radiocentreville.com. Néo-Québec tous les mardis de 9h à 10h sur Radio Centre-Ville. En fait, c'est ça, l'homme. Il marche